Du premier ministre de la République démocratique du Congo à la famille Lumumba par le Royaume de Belgique. Le reste de Patrice Emery Lumumba quitte la Belgique ce soir pour Kinshasa. Nous apprenons que l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, où est exposé le corps de l'illustre disparu, est désormais baptisé Patrice Emery Lumumba. La Cour constitutionnelle affiche désormais complet. Ses membres ont procédé ce mardi au vote de leur président. Dieudonné Kamuleta Badibanga a raflé la majorité des voix, soit 9 sur 9. Le portrait de ce magistrat de carrière dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Avant de quitter la Belgique, des hommages ont été rendus à Patrice Emery Lumumba par les autorités congolaises et belges. Le Premier ministre a réceptionné la dépouille du tout premier ministre de la République démocratique du Congo en présence de sa famille biologique. Pati Tondwango, reportage. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Patrice Emery Lumumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la veille mortuaire et les hommages dignes de ces héros nationaux, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a été mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ce digne fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ces héros nationaux qui est Patrice Emery Lumumba. Et c'est là, dans les Sankourou, dans la Chopo, dans le Haut-Katanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Et la population du Sankourou, dans l'attente de l'arrivée de la dépouille du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, le gouverneur du Sankourou est arrivé à Tchombe en partance pour Wembonyama, village natal de Patrice Lumumba, où il sera enterré. Pour préparer l'arrivée de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, toute la population du Sankourou mobilisée ce lundi 20 juin 2022 à l'aéroport de Tchombe pour accueillir chaleureusement le premier citoyen de la province du Sankourou, le gouverneur Jules Lodi Emongo. À l'occasion de votre visite à Sankourou, je vous invite. Cette délégation conduite par Madame le maire de Lumumbaville, Micheline Ayaki, accompagnée de ses bourgmestres ainsi que tous les administrateurs des différents territoires de Sankourou. Sous cette chaleur, le gouverneur fut conduit au village Onaloa où se déroulera le deuil du héros national Patrice Emery Lumumba pour voir comment se font toutes les installations prévues. Il s'inclina devant le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba et prit la parole pour passer un message de réconfort à toute la population sankouroise. Si je suis venu aujourd'hui, vous tous savez pourquoi je suis là. Dorénavant, c'est moi votre père. Jadis, tout le monde ne croyait pas que le héros national Patrice Emery Lumumba était réellement mort, mais aujourd'hui nous le croyons maintenant parce que c'est aujourd'hui, lundi 20 juin, qu'on nous a remis son corps à 10 jours de l'indépendance. C'est pourquoi je me suis dit de venir ici chez nous où il est né. Ensuite, il tient un conseil de sécurité avec Madame le maire de Lumumbaville, les bourgmestres, le commissaire provincial de la police, ainsi que les administrateurs des territoires. Autre chose à présent, une prière pour la nation en faveur des FARDC, organisée par la vice-ministre de la Défense qui pense qu'il faut allier le combat et la diplomatie à la prière. Les détails avec Jojo Ndibou. Le combat pour la paix, l'intégrité territoriale et la lutte contre les multiples agressions dans l'est de la RDC a atteint tous les niveaux possibles. Cette fois-ci, c'est la vice-ministre de la Défense nationale, Madame Séraphine Kilubu-Kutuna, qui ramène une nouvelle donne, celle d'un soutien spirituel dans la prière en faveur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées en pleine opération sur le terrain.
Elle a réuni quelques pasteurs et les aumôniers protestants des FARDC dans la commune de Kimbanteke où ils ont ensemble adressé une intention de prière en faveur du président de la République et des hommes en uniforme. Mon souci le plus ardent est que nous puissions prier pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, car toute autorité vient de Dieu, et prier également pour la nation pour mettre fin à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda. Toute autorité vient de Dieu. Comme dans ses habitudes légendaires, Maman Kilubu a saisi cette occasion pour encourager les femmes vendeuses de pain de cette partie de la capitale en leur offrant des bassins et aussi quelques moyens de bord pouvant leur permettre à débuter leurs activités commerciales. Et un colloque sur les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo a été organisé par les professeurs de l'université de Kinshasa et pendant 2 jours, ces hommes de science ont exprimé leur soutien au FARDC. C'est la DIRCAB du chef de l'État, Nicole Boitia, qui a supervisé ces travaux. Grâce Maos a signé ce reportage. Face à la guerre d'agression au Nord Kivu, pacte de sécurité, de stabilité et développement dans la région des Grands Lacs sont parmi les sujets développés au cours du colloque organisé par les professeurs de l'université de Kinshasa. Pour les orateurs, depuis plus de 2 décennies, le Rwanda est un réservoir d'étiquetage des ressources exploitées en RDC. C'est entre autres le coltan, le diamant, le cuivre. Pour eux, la République démocratique du Congo est devenue un pays écartelé, tiraillé de toutes parts. C'est une situation volontaire, entretenue par les États comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Le professeur Célestin Kanyama de la faculté des droits qui a exposé sur le processus de recrutement dans les services de sécurité a démontré que le problème de la RDC, c'est d'avoir incorporé n'importe qui dans l'armée. Que tu sois le premier pour dire aujourd'hui, je dois faire partie des forces armées. Je dois faire partie de la police nationale congolaise. Nous avons que ces pays, nous avons que notre nation. Nous devons être derrière nos chefs, tout en disant à toute agression extérieure que trop c'est trop. Cette fois-ci, vous tuez tous les Congolais et vous entrez chez nous. Nous allons gagner. La DIRCABA du chef de l'État, professeur Nicole Tchaboua, s'est dit heureuse de la tenue de ces travaux. Entre des idées qui peuvent sortir d'ici, peuvent être des idées qui peuvent aider à trouver des solutions, on va dire, pacifiques à ce qui se passe. Un terroir comme l'université de Kinshasa, c'est une bonne assiette pour d'abord mettre les idées ensemble. Le choc des idées, jaillisse la lumière. Des recommandations seront données à la fin du 2e jour, a dit le président de la Poukine, le professeur David Loubou. Et puis l'Institut national de la stratégie a lancé officiellement ce mardi la collecte des données pour l'annuaire RDC 2021. C'était au cours d'un atelier où le directeur général de l'INS, Serge Bokouma, a demandé aux points focaux de s'investir pour l'élaboration de cet instrument. C'était au centre interdiocésain de la Gombe. Nadine Yango a signé ce reportage. La présentation de l'annuaire 2019-2020 présentée au mois de septembre dernier. L'heure est à la collecte des données et pour la réalisation de l'annuaire statistique RDC 2021. L'Institut national des statistiques est déterminé à mettre à la disposition du gouvernement et autres partenaires les récentes données sur les statistiques en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres qu'un atelier de sensibilisation et du lancement des collectes des données pour la production de l'annuaire statistique édition 2021 a été lancé ce mardi 21 juin 2022. Le directeur général de l'INES, Serge Bokouma Ontiti, a lancé officiellement ses travaux, a pour la circonstance demandé aux participants de s'investir pour la réalisation de cet instrument. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa vision sur le développement de notre pays. Vision qui place les statistiques au centre de tous les programmes de développement. La rencontre de ce jour s'inscrit sur la ligne droite du processus régulier de production et dissémination des statistiques de routine dans notre pays, incarné aujourd'hui par l'annuaire statistique.
Pendant 2 jours, les participants auront l'opportunité d'échanger et de discuter sur l'élaboration de cet instrument qui constitue, dans une large mesure, un document de référence et de base pour la planification du développement de la République démocratique du Congo. Vers la pacification totale de la province de l'Ituri grâce à l'approche de proximité mise en place par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Oboya Kachama, pour désarmer les miliciens et qu'ils adhèrent au processus de paix. Et pour la réussite de ce programme, le député national Paul Babangou demande au gouvernement de la République de mettre à la disposition du PDDRC des moyens conséquents. Regardez. Le député national Paul Babangou plaide pour l'accélération du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire et stabilisation en faveur de groupes armés de l'Ituri. Ces groupes armés, à l'occurrence le FPIC et la Codeco, ayant répondu à l'appel patriotique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont en âme et conscience remis leur acte d'engagement de cessation des hostilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashima Johnny. La paix, c'est parmi les denrées rares qui existent au monde. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas l'émergence économique. C'est pourquoi je commence d'abord par féliciter cette bonne volonté de ces groupes armés Codeco, groupe armé FPIC Tinakilima, de suivre cette voie de la raison pour uniquement accompagner les chefs de l'État dans le processus de la pacification de l'Ituri et le gouverneur de l'État du siège. Par la même occasion, l'élu du ROUM appelle d'autres groupes armés encore réfractaires à rejoindre les processus de paix. C'est pourquoi nous appelons les Ituriens de cesser avec les hypocrisies. Nous comptons dans les jours à venir voir aussi les groupes armés Zaïre manifester cette bonne foi. Aussi longtemps que Zaïre va se dissimuler dans la population, il y a risque de résurgence de Codeco une fois vers les attaques. Nous appelons tout possible de revenir dans sa conscience pour amener la paix à cette grande province. C'est celle indiquée la nouvelle équipe du PDDRCS, coordination de l'Ituri, nommée par le chef de l'État, est entrée en fonction. Alors à présent, de la province du Sud Kivu, le centre de santé Nyabibwe vient d'être totalement réhabilité. De Nyabibwe, dans le territoire de Calais, sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu, Nyabibwe, Minova, Goma, risque d'être isolé du trafic routier. Malgré les interventions fournies par l'Office des routes Sud Kivu avec les financements du gouvernement central à travers FONER et la MONUSCO pour la stabilisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu, Nyabibwe, Minova, Goma, les tronçons routiers Nyamukubi, Nyabibwe, Minova est menacé par plusieurs glissements des terres. Une route en terre battue en état moyen sur la majeure partie, les glissements des terres au pic 99,5 juste à l'entrée des Nyabibwe, au pic 101 chez les Français, au pic 105 et autres points chauds inquiètent les usagers. Pendant cette période sèche, les glissements des terres s'observent chaque jour comme chez les Français où l'équipe mixte, l'Office des routes et BTC avait assisté au déplacement progressif des ouvrages d'assainissement posés par la MONUSCO et les Chinois, mais aussi les arbres. Avec ces mouvements tectoniques entre Nyamukubi, Nyabibwe, Makengele, les dernières études menées indiquent que le déplacement de la route à partir de Nyamukubi sur un tracé de l'époque coloniale prévu au bord du lac Kivu serait une solution définitive pour la route nationale numéro 2. Des éboulements et érosions signalés aujourd'hui sur cet axe routier coûteront au gouvernement et surtout aux entreprises qui exécuteront les travaux de la modernisation de cette route. Suite au délabrement très avancé de cette route, le trafic Bukavu-Goma est en dégradation. Il n'y a que les motards, les jeeps des humanitaires et quelques camions Fuso qui pratiquent cette route. Et dans la province du Lualaba, bientôt un aéroport international répondant aux standards internationaux. La gouverneure intérimaire était sur différents sites du quartier Joli Site RVA qui devront servir de cadre également à la construction de la nouvelle aérogare. Images et commentaires.
Intérimaire du Lualaba a consacré la journée pour palper l'avancement des travaux de construction de la résidence officielle du président de la République située derrière l'hôtel du gouvernement provincial. Sur place, Marie-Thérèse Masuka Saini a reçu des explications techniques des ingénieurs de la Société africaine de construction sur l'évolution des travaux de cette bâtisse, un bijou qui sort de terre dans le territoire de Muchacha. Les ouvriers y travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit. Ils ont manifesté leur joie de voir l'autorité provinciale. Elle a pris le temps de les encourager pour avoir abattu un travail de titan et qui restera gravé dans l'histoire de la province. Du chantier de la résidence officielle du premier citoyen de la RDC, le cortège de l'autorité provinciale s'est dirigé au quartier joli site RVA où Fifi Masuka Saini et les responsables des services techniques du cadastre et titres immobiliers ont fait un état des lieux des habitations concernées par le processus de démolition en vue de définir la zone où sera érigée la piste du nouvel aéroport de Kolosi qui va être calqué sur le modèle de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka en Zambie. Un projet qui tient à cœur la chef de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de l'ambitieux programme de développement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les constructions anarchiques se trouvant dans cette concession RVA concernées par ce projet seront démolies dans les tout prochains jours. Bien avant cela, Marie-Thérèse Masuka Saini était sur le site où elle prévoit d'ériger un mall pour booster l'économie de la province et donner un nouveau visage à cette partie de la banlieue de Kolosi au bord de l'avenue RVA. La femme numéro 1 du Lualaba a jeté un coup d'œil sur la maquette de cette immense infrastructure commerciale. La consolidation de la paix avec les différentes forces vives, c'est l'une des priorités du nouveau gouverneur du Tanganyika, Julie Ngwanga. Elle vient de prendre ses fonctions hier lundi. C'était au coup des 11 heures locales que le nouveau gouverneur élu de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a fait son entrée au gouvernorat pour la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Samba Kayabala Moni, gouverneur intérimaire. Après les honneurs militaires, la cérémonie a commencé par la lecture du procès verbal de la remise et reprise, puis la signature conjointe des CPV par d'une part Samba Kayabala Moni, gouverneur sortant pour la remise, et Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur entrant pour la reprise, sous contre-seing de l'inspecteur de la territoriale pris pour témoin. Peu après, le gouverneur sortant a conduit son successeur dans son nouveau bureau où la passation du pouvoir a eu lieu par la remise des insignes et l'échange des signateurs. Le vice-gouverneur Massamba Wamasamba Ferdinand a lui aussi été installé par la même occasion dans son cabinet de travail. Le gouverneur sortant a souhaité bonne chance au nouvel exécutif provincial et demandé à la population d'apporter son soutien au nouveau gouverneur. Ayant eu le soutien de la population réunie spontanément pour la cérémonie, Julie Ngungwa Mwayuma s'est adressé à la foule, remerciant le peuple du Tanganyika pour son attachement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il représente en province. Asante kubwa kwa kunisikiliza kweli. Mimi naomba kwa bakaaji, sisi bakaaji ya Tanganyika tuungane mkono kwa mkono, kwa hivi tuendeleshe provinsi yetu kumbele. Sina na mengi ya kumiambia, na milomba tu mniunge mkono kwa sababu peke yangu sitaweza. La journée mondiale de la drépanocytose a vécu dans la province du Olomami. Plusieurs activités ont été organisées pour la prise en charge des enfants drépanocytaires. L'association des épouses et femmes médecins du Olomami s'est mobilisée à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, une première dans la province. Devant les officiels, la coordonnatrice de cette association a fait voir à tous la lutte que mène cette plateforme, celle de lutter contre la drépanocytose dans les Olomami. Pour le docteur Odette, cette maladie génétique est très répandue mais qui reste méconnue du grand public. Pour le moment, la drépanocytose reste incurable. Pour ce faire, un plaidoyer a été fait à l'endroit des décideurs. Nous, AFM, demandons et proposons 1. Aux autorités provinciales et nationales, un accompagnement qui passe par la sensibilisation à la drépanocytose auprès de la jeunesse par son intégration dans les programmes éducatifs. L'appui à la construction de centres de dépistage et de traitement, le cas échéant, achat de matériel de dépistage d'électrophorèse. L'approvisionnement en médicaments pouvant soulager les patients atteints de cette maladie.
demandant à nos pasteurs de décourager en amont, d'éviter les mariages entre sujets hétérozygotes en exigeant les examens prénuptiaux avant toute bénédiction d'un nouveau mariage. Au personnel de santé, de parler de la drépanocytose par la confection de messages éducatifs adaptés pour la prévention de drépanocytose ainsi que des plaidoyers en vue d'une prise en charge holistique. Le commissaire général à la santé ad intérim Kayembe Janongo a appelé tout le monde à l'union pour sauver des vies humaines. L'espoir est permis pour le retour des déplacés dans leur village en Ituri. Le gouvernement de la République s'emploie pour imposer la paix dans les territoires de Djougou et Irumu en proie aux groupes armés. Images et commentaires. Les déplacés de l'Ituri doivent garder l'espoir pour retourner dans leur milieu d'origine. Message d'assurance du chef du bureau HACER, M. Denis Oulaï, à l'occasion de la célébration de la journée des réfugiés. Une journée marquée par la remise des certificats à plus de 40 déplacés et 20 membres des communautés ayant suivi la formation à couper-couture et savonnerie. Je crois que aussi bien le HCR que le gouvernement provincial, que nos partenaires, mais aussi des administrateurs locaux, les chefs de chefferie, je crois que nous travaillons pour que les personnes déplacées puissent retourner chez eux. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Leo inapima badilisha hali ya maisha yangu par rapport na hali nilikuwa naishi mbele. Mimi nabashukuru sana kutokana na kazi yenyewe banafanyizia si deplacer kutosha si ndani ya hali ya mateso ya nguvu kufikisha si mpaka kulengo yenyewe tuko ndani hapa sasa hivi. Cette occasion, le révérend Justin Zanamouzi, directeur de la Caritas Bunia, en ont profité pour appeler les Ituriens à cultiver l'amour et la tolérance en vue de construire une paix durable. En tout cas, tous les peuples ituriens, nous devons savoir tous des frères et sœurs et que nous devons vivre dans la paix parce que personne ne peut vivre dans l'isolement ou dans la solitude, ce n'est pas possible. Nous sommes faits pour nous compléter les uns les autres et pour la paix et le développement durable parce que le développement c'est un nouveau nom de la paix aussi. Alors nous devons chercher la paix, vraiment la solidarité, qu'on cesse la guerre, la haine, tout cela, vivons ensemble et ensemble nous serons très forts pour continuer à construire notre Ituri et construire notre pays. Le Congo. Notons que la célébration de cette journée mondiale dédiée aux réfugiés à Bunia s'est clôturée par un match amical de football entre les humanitaires et les déplacés. Revenons sur cette journée mondiale de la drépanocytose à Kinshasa. Plusieurs activités ont été aussi organisées, parmi lesquelles la visite de l'hôpital Mabanga à Kalamo, une initiative de la fondation Nadine Longo Baometu. Nadine Futuka, reportage. Cette journée, occasion pour la coordonnatrice de cette fondation de visiter les enfants drépanocytaires internés dans cette formation médicale. Ici, Nadine Longo Baometu, en bonne mère des familles, a fait les tours des chambres. Partout où elle est passée, c'est un message de réconfort qu'elle a laissé à ses enfants. Question de booster leur morale, à ne pas se sentir isolés, encore moins abandonnés. Elle les a exhortés à accepter cette maladie, ne pas la considérer comme une punition divine et surtout respecter les prescriptions médicales. Faisant d'une pierre deux coups, la coordonnatrice de la FONALBA s'est retournée vers le parent pour les encourager à ne pas se fatiguer de porter leur croix. En outre, Nadine Longo Baometu a conseillé aux jeunes de faire le test de l'électrophoreuse avant de s'engager dans le mariage et au gouvernement de prendre en charge tous les enfants souffrant de l'anémie SS. Pour y donner sourire à ses enfants, Nadine Longo Baometu a fait don des lits médicaux, de médicaments et autres vivres. Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI, a représenté le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi, au café Presse Info sur l'accès à l'information et les principes des élections démocratiques et transparentes, nous dit Tétis Samba. La République démocratique du Congo a signé ce matin une lettre d'intention avec le gouvernement congolais représenté par le directeur général de l'Agence nationale pour l'électrification rurale et périurbaine, M. Idesbald Chinamola.
L'accord signé aujourd'hui est une composante importante suédoise en faveur de la réduction de la pauvreté et le développement durable en RDC. À travers cet accord, plus de 10 000 ménages seront connectés au réseau électrique. Et l'accès à l'électricité est aussi fortement lié à d'autres objectifs de développement durable. Aussi la création d'emplois, la réduction de la déforestation, la création d'opportunités de communication et l'accès aux services financiers. Vous savez que la Suède est un partenaire engagé de la RDC. La Suède est un partenaire actif en RDC qui veut effectivement comprendre très bien les enjeux de l'électrification et surtout qui comprend aussi bien l'approche. Et lors de la table ronde, que ce partenariat a été annoncé comme une contribution réelle et effective pour la RDC, dans le cadre de notre ambition de mobiliser environ 100 millions de dollars pour cette année 2022. La Suède s'était présentée devant tout le monde à la table ronde pour annoncer sa contribution d'autour de 32 millions de dollars. En effet, l'appel à la proposition s'adresse aux opérateurs énergétiques tout en visant l'amélioration à l'accès de l'énergie propre aux communautés rurales et périurbaines, qui vient compléter les efforts du gouvernement congolais à travers le fonds Mwinda. Voilà, vous venez plutôt de suivre la signature d'un protocole d'accord par la Suède, entre la Suède et la République démocratique du Congo pour l'électrification de Kakobola. Poursuite atelier de formation sur les stratégies électorales au niveau de cellules de l'UDPS limitées résidentielles. Cette fois-ci, le gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, nouvellement élus en tant que membres de cette cellule, sont venus remercier la base et exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en leur modeste personne. Photo des familles qui sont nul doute restera historique pour l'ASBL Action pour la démocratie et la gouvernance électorale ADGE qui vient de faire sa sortie officielle. Coordonnée par Majaliwa Chabani, cette structure composée des experts électoraux et techniciens en matière d'éducation civique et électorale vise à sensibiliser la population congolaise en général et les fidèles musulmans sur la gouvernance électorale. ADGE conscientise aussi les citoyens musulmans sur les droits et devoirs civiques, a dit son coordonnateur. Parce que les élections ont beaucoup d'aspects qui semblent être ignorés. Vous comprenez avec tout ce qui se passe dans notre pays, beaucoup ne voient pas l'importance d'aller aux élections. Et d'autres même commencent à se désintéresser. Et pourtant, c'est la population qui doit élire ceux qui vont les gérer. Et c'est par leur petite voix-là qui vont donner le pouvoir à ceux qui doivent nous gouverner demain. Si ces gens ne comprennent pas l'objectif, ne comprennent pas l'intérêt de cela, à quoi ils doivent s'intéresser, c'est parmi l'une des missions de l'ADGE pour essayer de remplir tout cela. Et l'ADGE ne pourra pas se limiter à ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'un cycle électoral prend sa fin, nous allons aussi dans le cadre du monitoring, c'est-à-dire la surveillance, nous allons dans le cadre aussi de l'observation. Nous serons en mesure, après toutes ces activités-là, de revenir pour évaluer et donner notre point de vue réel tel que ça se fait. ADGE qui se veut un cadre approprié pour débattre sur toutes les questions qui touchent le processus électoral avant, pendant, tout comme après les élections. Voilà, nous corrigeons encore ensemble. C'était plutôt la sensibilisation de la communauté islamique sur les élections en République démocratique du Congo. Et puis passons à présent à l'UDPS qui poursuit ses ateliers de formation sur les stratégies électorales au niveau des cellules de l'UDPS limitées résidentielles. Cette fois-ci, le gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, nouvellement élus en tant que membres de cette cellule, sont venus remercier la base et exprimer leur gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en leur modeste personne. La cellule UDPS limitée résidentielle poursuit ses ateliers de réflexion et de formation idéologique au sein du parti. Les cellules, face aux enjeux politiques et électoraux à l'horizon 2023, restent le thème principal. Deux intervenants du jour, Maître Jean-Pierre Kalombo, directeur de l'école du parti UDPS, et l'honorable Kano Munungai Jean-Constantin, élu de l'UDPS dans la circonscription de Chikapa, ont tour à tour développé les stratégies à utiliser pour garantir la victoire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 avec une majorité absolue que doit réaliser l'UDPS.
Belle circonstance pour cette cellule phare du parti présidentiel de recevoir 2 hôtes de marque, membres du parti, le gouverneur de la province d'Ilomami, Nathan Ilunga Mumbi, et le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo. Nous avons été ici dans la cellule limitée résidentielle UDPS parce qu'il fallait venir remercier les responsables de cette cellule qui n'avaient pas ménagé de ses efforts pour nous accompagner dans cette grande lutte. Si nous sommes aujourd'hui élus gouverneurs, c'est pour la première fois dans ces pays qu'un président de la République refuse de donner un mot d'ordre aux députés. Et c'est par là que nous sommes plébiscités aujourd'hui. Parce qu'on était habitué au système des dictats. Voilà pourquoi il fallait venir témoigner cela en présence de tous les combattants. À sa cellule UDPS limitée résidentielle, dirigée par Maître Patrick Mbouingandoum, il n'a eu qu'un seul mot. Merci pour le soutien politique dont il a bénéficié de la part de tous les autres membres. Voilà, et avant de nous quitter, passons à cette collecte de fonds pour soutenir les forces armées congolaises qui a été organisée par l'ambassadeur Mukambila. Cette opération consiste à contribuer $1 par chaque jeune Congolais. L'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse congolaise, a lancé ce 18 juin en la cathédrale du Centenaire la collecte de fonds en faveur de FARDC, cantonné au front, dénommé l'action patriotique Un jeune, $1. C'était en présence de plusieurs leaders de jeunes, notamment la représentation nationale des étudiants du Congo REC, les églises, les ligues de jeunes des partis politiques, les représentants des jeunes de confessions religieuses, les officiers de FARDC, les associations, mouvements et ONG de jeunes. Notre président, qui est le symbole de l'unité nationale, avait bien avant de commencer sa mandature, a remis ce pays entre les mains de Dieu. Et à nous, la jeunesse, nous faisons égal. Mais à côté de cette prière, nous avons apporté notre soutien financier, celui de nous contribuer un jeune, $1. Nous sommes conscients des efforts du commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qu'il ne cesse de consentir et des moyens qu'il met en place à travers notre gouvernement de pouvoir appuyer nos forces armées pour faire face à l'ennemi. J'ai suivi le message de la jeunesse et d'autres jeunes qui n'ont pas eu le temps aujourd'hui vont davantage venir. Et donc c'est la jeunesse congolaise qui est totalement debout pour dire non à cette forme d'agression manifeste qui est en train de se faire contre nous. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, qui soutient l'initiative des jeunes, a participé, comme tout Congolais, à cette collecte. Fin de ce journal, merci de votre attention. À 20h, Françoise Belabouaki pour la grande édition du soir. Et d'ici là, restez avec nous.